Okay. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes réchauffés au vu de cette danseuse de Rio de Janeiro, qui n'a rien à voir avec la conférence d'aujourd'hui. Donc on va parler ensemble de l'employee experience et de l'UX design au service de l'engagement des employés. Voici le menu d'aujourd'hui. On va voir plusieurs choses ensemble, on va voir les définitions, etc. pour se mettre d'accord sur un langage commun, être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et il y aura aussi une petite démo, donc j'espère que je ne vais pas avoir l'effet démo qu'on a failli avoir là sur la présentation. On va tenter. Alors, d'abord, je vais me présenter très brièvement puisque Jean-Michel l'a déjà fait. Donc moi, je suis designer de formation. J'ai d'abord travaillé dans la mode pendant plus de 10 ans. Je suis arrivée dans le digital avec justement le design d'écran. Et en fait, je me suis rendu compte que les méthodologies de design thinking étaient les mêmes que celles de design industriel que j'utilisais depuis longtemps. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en fait, après un passage par une école qui s'appelle Les Gobelins à Paris. Je suis arrivée en fait dans une start-up, ensuite une SS2I, on appelle ça une entreprise de services numériques maintenant en France, et dans l'entreprise dans laquelle j'exerce actuellement, qui s'appelle Palo IT. Donc je suis la responsable du design thinking, on dit, et de l'expérience utilisateur pour le pôle français. Palo IT est un cabinet de conseil en innovation et en transformation. On intervient depuis la conception jusqu'à la réalisation des produits et des services pour nos clients. Voilà. Donc pourquoi parler d'employee experience ou d'expérience employée ? Eh bien déjà parce que 67% des personnes ne sont pas engagées au travail. Donc là, je suis rassurée de voir que vous ne ressemblez pas à ce monsieur sur la photo pour l'instant, même si vous avez peut-être déjà un petit peu faim. Et parmi ces 67%, en fait, 16% sont activement désengagés. Donc les 16% activement désengagés, ce sont ceux qui râlent au quotidien et qui contaminent les collègues. Voilà. Et 51% sont juste là. Voilà, ils ont juste le mérite d'être présents. C'est très peu, évidemment. Ces chiffres sont assez récents. C'est Gallup qui les communique pour 2017 et concerne l'US. Et pour vous donner un petit ordre de grandeur, en fait, la médiane est sur un indice de 7. Donc c'est un indice, en fait, Employee Engagement Index. Vous verrez sur les slides, vous aurez accès à toutes les ressources. Donc une médiane à 7 pour l'international. Les États-Unis se situent à 7,2, je crois. Le Canada à 6,9 et la France à 6,8. Voilà, donc c'est pour vous donner une petite idée, vous dire que nous, en France, on est encore pire que ça. Alors, avant de commencer, je voudrais savoir quelle est, selon vous, la recette pour rester en forme ou maigrir selon. Est-ce que vous savez comment faire ? Dites-moi. Bien manger. Bouger, ok. Allez-y. La persévérance, pas mal. Bon, très bien. J'aime bien entendre toutes ces choses avant de manger de la poutine ce soir. Vous voyez, ça me motive un petit peu. Donc, les réponses, vous les aviez déjà tous, hein, d'accord. Bouger plus, manger mieux, boire davantage d'eau, dormir, arrêter le stress, etc. Quelle est, selon vous, la recette magique pour transformer une organisation, changer de culture et aller vers ce qu'on appelle donc la transformation numérique ? Bien manger, ça peut aider, ouais. Dormir aussi, ça peut aider. Allez-y. La persévérance aussi, ok. L'ouverture, j'ai entendu autre chose ? Motiver les parties prenantes. Enlever le stress. Et voilà. Vous avez vu ? En fait, vous n'avez rien à faire ici. La recette, vous la connaissez déjà tous. Les ingrédients, on les connaît. Alors pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi c'est si difficile de transformer une organisation ? Pourquoi c'est si difficile de perdre du poids ? On sait tous comment faire. Il y a un marché énorme, comme le marché de la transformation numérique. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Et comment faire aussi ? Voilà, comment faire pour faire partie de ceux qui arrivent ? Parce qu'il y en a beaucoup qui essayent, mais il y en a plein qui n'y arrivent pas. Changer, c'est difficile. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est même très difficile. Parce que ça demande de la persévérance, ça demande de l'ouverture d'esprit et ça demande énormément d'efforts. Donc pour ça, en fait, je vais vous donner trois exemples. J'ai choisi trois business cases. Il y en a un, le premier, en fait, c'est un cas client. Ah non, pardon.
j'ai loupé mon introduction. Voilà, donc oui, pourquoi changer et pourquoi c'est si difficile? Parce qu'aujourd'hui, on est évidemment dans un monde qui bouge énormément. Donc Corinne a déjà parlé des VUCA ou VK. Je vous ai mis une vieille affiche que j'aime bien d'un film des années 90, Twister. Ne vous retournez pas, surtout, retenez votre souffle. La transformation numérique est là. Deuxième élément, donc ce monde mouvant, et puis la génération, les jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Donc Jacinthe a dit qu'à 34 ans, on se sentait vieux, donc moi j'en ai 36, je me sens vieille aussi. Tout simplement parce qu'il y a un gap de référence et de code auquel on assiste, et l'entreprise le subit de façon assez forte. Donc on parle des millennials, on parle de la génération Y, selon on ne sait jamais si... En principe, c'est de 80 à 95 pour les millennials ou au-delà. Donc, je vous ai mis les deux. De toute façon, voilà, c'est en fait l'idée d'une nouvelle génération dont les codes diffèrent et qui est centrée sur un certain plaisir, un hédonisme, centrée sur eux aussi, en fait, sur leur désir de réalisation, le besoin très fort d'autonomie. Et qui fait que l'entreprise, en fait, se retrouve souvent dans des rapports de force. Comment gérer ça et comment motiver donc cette génération? On a un changement de paradigme, évidemment. Le monde en crise, j'ai mis un S à crise parce qu'on parle de les crises environnementales, politiques, sociétales, la crise numérique aussi qui creuse du coup les inégalités entre les entreprises qui savent réagir et celles qui n'y arrivent pas ou qui ont d'autres priorités. Tout ça s'accélérant de façon extrêmement forte à cause ou grâce aux nouvelles technologies. Et donc un rapport de force différent, c'est-à-dire qu'avant l'entreprise avait le pouvoir et aujourd'hui les employés reprennent un petit peu le pouvoir. Et les salariés exigent de plus en plus. La question en fait à se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas éviter le bras de fer et essayer de retrouver un équilibre pour avoir une relation gagnant-gagnant entre l'entreprise et ses collaborateurs. Côté entreprise, la problématique, vous l'aurez compris, c'est d'éviter que les talents ne fuient. Et arriver à recruter en continu de nouveaux talents. Les clients arrivent souvent chez nous en fait en nous disant moi je sais pour retenir mes employés il me faut une plateforme numérique ou alors il me faut un réseau social d'entreprise. Ça c'est bien un réseau social d'entreprise responsive parce que pour que les gens soient sur leur mobile. Sauf que j'ai oublié de vous dire, en fait, les gens n'ont pas de mobile professionnel. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser au travail. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de Wi-Fi pour les mobiles au travail. Mais quand même, une plateforme responsive, ça serait pas mal. Ou encore mieux, un chatbot. En ce moment, c'est très la mode. On nous dit, on aimerait un chatbot. Pourquoi faire? On ne sait pas, on voudrait un chatbot. Ok, très bien. Donc, un outil pour rendre les gens heureux au travail. Quelle drôle d'idée. Mais j'ai mieux, l'homme providentiel. Un espèce de super-héros sorti de nulle part ou en tout cas identifié comme étant là pour sauver votre entreprise, le CHO, Chief Happiness Officer, espèce de couteau suisse garant du bonheur des salariés. Vous y croyez, vous, ou pas? Moi, je pense que la vérité est ailleurs. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, on va se mettre d'accord sur les définitions, on aime bien faire ça, nous les designers, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc on parle d'employee experience, d'accord, mais on parle surtout d'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Donc l'engagement, en fait, je vous ai mis la définition, une des définitions, comportement d'investissement et d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Il y a surtout en fait deux notions dedans. Il y a la notion d'engagement et il y a la notion donc de commitment et il y a la notion d'implication, d'involvement. Voilà. Et deux rapports. Un rapport d'engagement au travail, donc les tâches que les employés effectuent au quotidien à leur poste, et aussi un rapport d'engagement à l'entreprise elle-même et donc à sa culture. Alors, comment le design peut aider dans ce cadre-là ? Je vous ai remis la démarche design tout à l'heure, là, parce que je me suis dit que finalement, on en parle, mais on n'est pas sûr, en fait, de tous de parler de la même chose. Donc, voilà, c'est une façon de parler du design, la démarche design, en 4 étapes. Première étape, la recherche utilisateur, apprendre à connaître les gens à qui on s'adresse. Deuxième étape, définition de la problématique. Donc, Corinne a parlé beaucoup de cadrage tout à l'heure. C'est à ça qu'on fait référence. Troisième étape, idéation. Donc, on va générer un maximum d'idées. Donc, on n'est
pareil, on est dans le modèle en double diamant dont on parlait, hein, d'accord ? Recherche, on ouvre. Problématique, on referme un petit peu vers une problématique. Idéation, on génère un maximum d'idées. Et enfin, prototypage est très important, test. On teste nos hypothèses le plus rapidement possible. Et oui, j'ai mis design au pluriel en fait, parce qu'on parle de design, UX design, design thinking, and doing, j'aime bien dire, puisque le but en fait, c'est pas seulement de réfléchir, c'est aussi de concrétiser. Donc voilà, donc le design au service de l'employee engagement. Le travail devrait devenir un lieu d'épanouissement. Quelle drôle d'idée. Mais pourquoi pas ? Donc premier cas business, donc c'est un cas réel, un cas client, un client qui est venu nous voir en nous disant voilà, nous on aimerait on a des problèmes de recrutement, on aimerait que les gens soient plus heureux au travail et on aimerait savoir en fait s'ils sont contents ou pas contents. Très bien. Et donc pour ça on aimerait un outil. L'idée en fait c'est de rajouter un peu de data science quand même pour qu'on sache pourquoi les gens sont contents, pas contents. Non, c'est pas du flicage, hein, c'est juste pour savoir. Très bien. Donc nous, en fait, on s'est retrouvés dans une démarche de design. On a fait de la recherche, évidemment. On est allé interroger les gens. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà un certain nombre d'actions qui avaient été menées, notamment un sondage annuel, mais derrière lequel il n'y avait aucune action prise. Et du coup, que les gens étaient un petit peu déçus. Et en effet, les jeunes avaient du mal à arriver dans ce grand groupe. On a proposé des ateliers avec du top management, avec des salariés, des jeunes, des moins jeunes. On a mélangé tous ces gens. Il y a plein de choses extraordinaires qui sont sorties de ces ateliers. Mais ce qui est surtout ressorti, c'est une peur assez forte du feedback négatif. Qu'est-ce qui va se passer si les gens peuvent réellement s'exprimer ? En fait, on s'est rendu compte que le client voulait un outil de feedback, mais ne voulait pas entendre de feedback négatif. Voilà. Donc un énorme paradoxe. Du coup, on a essayé de pousser ce client vers des outils un peu d'acculturation. Mais en fait, c'est difficile. On peut avoir envie de faire des choses, changer, et c'est une chose d'avoir envie, mais une autre chose de le mettre à exécution. Changer, c'est difficile. Un autre exemple. Donc là, c'est pas un cas client, c'est un exemple personnel. Donc j'ai travaillé dans une start-up auparavant, non, je sais pas la start-up, une entreprise de services numériques, où là, en fait, le décor était tout à fait différent. L'entreprise souhaitait innover pour aller plus loin et conquérir de nouveaux marchés, et avait mis en place une équipe en mode start-up dont je faisais partie. Et surtout un outil, encore une fois, donc un framework de développement qui permettait de capitaliser sur les projets. Voilà. Tout était réuni pour que cela fonctionne. Mais en fait, il y a eu des petits soucis, tout simplement parce que la direction croyait en l'innovation, mais n'avait pas tellement envie de pousser et de faire des efforts pour donner des moyens et des ressources et officialiser tout cela. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que... tout ça à cause tout simplement d'une chose, c'est que l'entreprise faisait des bénéfices. Donc pourquoi changer quand on gagne de l'argent ? On n'a pas besoin. Changer parce qu'on est dans un monde, un VICA, dont on a parlé tout à l'heure, mais l'entreprise ne sentait pas l'urgence. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas de vision en fait descendante. La volonté de changer et d'évangéliser, etc., venait des employés eux-mêmes. Donc, on a travaillé beaucoup sur la formation en interne, la diffusion auprès des clients, etc. On a réussi à avancer, mais à un moment, on s'est essoufflé et les gens ont commencé à partir. Voilà. Troisième exemple, la start-up. Donc la start-up fait rêver, hein. Tout le monde veut devenir une start-up, les entreprises veulent se mettre en mode start-up. Je vous ai dit, l'entreprise précédente, en fait, on était une équipe en mode start-up. Donc là, la start-up, on se retrouve, donc là c'est pareil, c'est une photo, on était dans une cage d'ascenseur parce que les salles de réunion étaient pleines, mais on était tellement motivés pour faire nos parcours utilisateurs que voilà, qu'on investissait n'importe quel espace pour pouvoir travailler ensemble. Donc là, je me retrouve dans une ambiance avec des gens surmotivés, extrêmement engagés, passionnés par leur métier, à travailler presque jour et nuit. Et en fait, dans une entreprise, une start-up qui essaye de grandir. Donc ça, c'est par contre la problématique des start-up engagées, ok, mais sur le long terme, et comment ne pas perdre cette culture start-up en grandissant.
Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait venir des managers un peu plus seniors, parce que voilà, globalement, j'étais l'une des plus vieilles d'ailleurs dans l'entreprise à ce moment-là. Donc ils se sont dit, on va mettre des managers pour encadrer et puis aider les équipes à se développer. Très bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant ça, la vision, encore une fois, la vision globale, s'est un petit peu diffusée et du coup, l'entreprise a changé de cap régulièrement. Donc on s'est retrouvés, on était dans un process extrêmement agile puisqu'on travaillait sur un produit, mais il manquait un cap. Et agilité, ça ne veut pas dire pas de cap, ça veut dire être capable de s'adapter, mais on doit garder quand même son gouvernail sur le long terme. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens super engagés ont fini par s'épuiser, littéralement. Il y a eu beaucoup de burn-out et ont fini par partir. Voilà. Heureusement, ces expériences permettent d'apprendre. Donc, quelle solution ? Je vais vous donner quelques pistes, après vous avoir fait peur. Le design. Donc, je vous expliquais en fait la démarche design. Comment le design peut aider ? Il y a plein de raisons. Donc, je prêche pour ma paroisse, mais vraiment, c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours chez Palo IT. D'abord, en fait, le design permet de collaborer et de tisser du lien. On parle beaucoup de co-design, on est dans l'ère du collaboration. Et en fait, le co-design, on ne fait pas intervenir que des designers, ça n'a aucun intérêt. Justement, là où ça devient intéressant, c'est quand on mélange les designers, les commerciaux, donc qui peuvent faire remonter le terrain, des gens, en fait, même du support, voilà, des clients, etc. Donc déjà, le design facilite la collaboration. Mais dans une dynamique d'empathie, donc pareil, comme Jacinthe, je vais marteler, on parle souvent d'empathie, mais le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est le point de départ pour comprendre ses besoins et pouvoir répondre à ses problématiques. Ensuite, le design permet d'expérimenter, c'est même l'objectif du design, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des concepts, mais tout de suite, on va essayer de concrétiser et de tester nos hypothèses. Donc ça permet en fait de passer à la vitesse supérieure. Ensuite, la peur de l'échec. Donc ça, c'est très important. Et si vous vous rappelez de la peur du feedback négatif qu'avait la première entreprise dont je vous ai parlé, la peur de l'échec, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser parce qu'en fait, l'échec fait partie du process. On n'y arrive pas toujours du premier coup. Donc quand on est en design, on est tout le temps en train de demander du feedback et on doit accepter la critique. Donc après, il y a une façon de formuler le feedback qui le rend constructif. On dit souvent le feedback c'est constructif, mais en fait non, ça dépend comment c'est formalisé. Donc voilà, donc le design permet cela. Ensuite, la libération de la parole, tout simplement parce que le process oblige à régulièrement faire des points avec les équipes. La concrétisation, j'en ai déjà parlé. L'amélioration continue, puisqu'on est dans un process de test and learn. On va tester ces hypothèses et les itérer. Et surtout, en fait, la concentration sur la valeur. Voilà, donc le design, en fait, appliqué à l'employee engagement, pourquoi ? Tout simplement parce que le DRH est un client comme les autres et les collaborateurs, finalement, sont aussi des utilisateurs comme les autres. Maintenant, comment créer une expérience engageante et faire que les salariés aient envie de participer au changement de la culture de l'entreprise ? Donc, quelques pistes. La première, trouver des modes de travail alternatifs. Donc moi, je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des jeux sérieux, une gamification des process. Là, je vous ai mis un exemple en fait d'un jeu qui s'appelle Culture Boot, qui a été mis au point par Marbelab, qui est une des filiales de Palo IT. Et en fait, vous allez me dire, oui, c'est un outil digital, sauf que c'est un outil qui permet d'intégrer tout un tas d'actions qui ont été listées avant et qui permettent aux gens d'être plus engagés. Par exemple, écrire des articles, faire des formations en interne, faire des dashs d'équipe pour créer de la cohésion. Donc c'est un outil en fait qui est intégré dans les outils des développeurs et qui leur permet tout simplement de manière ludique de gagner des points pour améliorer leur process de travail ensemble. Mode de travail alternatif, le travail à distance, les heures décalées, ça répond aux besoins des millennials. Plus de souplesse, tout simplement. Ensuite, amener de l'émotion et de l'interaction dans le digital grâce aux promesses chatbots.
Donc là, par exemple, voilà, encore un outil. L'intérêt du chatbot, par exemple, moi, que je vois tout de suite, c'est amener une autre tonalité. Les interfaces vont vers du conversationnel. On essaye d'oublier le côté froid de la technologie, de faire oublier le côté froid de la technologie. Et là, en fait, le chatbot peut raconter une histoire. On parlait de storytelling tout à l'heure avec Jacinthe. Pour résumer, en fait, la transformation de l'entreprise passe par la transformation de la culture. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on voit. Et en fait, la partie immergée de l'iceberg, c'est la connaissance des collaborateurs. C'est là que le design peut intervenir. Et en fait, pour connaître ses collaborateurs, il faut qu'eux-mêmes arrivent à se connaître. L'autre partie, c'est la vision. Donc, retour aux bases, qu'est-ce qui nous motive ? Voilà, la pyramide de Maslow. Je vous ai remis une petite pyramide un petit peu alternative. Donc, tout en bas, les premiers besoins, c'est le Wi-Fi. Hein. On est d'accord ? OK. Tout en haut, vous avez la réalisation de soi. Et donc, toutes les différentes strates, en fait, vous avez le besoin de confort, le besoin d'appartenance et le besoin d'estime. Deuxième élément intéressant pour comprendre la motivation des gens, donc ça c'est le drive de Dan Pink qui a réinterprété donc des théories en fait sur la motivation. Le drive donc en fait c'est le moteur, c'est ce que vous avez au milieu. On s'est rendu compte en fait que pour motiver les salariés, il suffit pas de leur donner une prime, que même les récompenses matérielles ont un impact assez court terme. Ce qui les motive, en fait, c'est d'abord d'avoir un but, donc de comprendre pourquoi ils font les choses. Ensuite, d'être experts, donc de se sentir en maîtrise de leur périmètre et de pouvoir accroître leur expertise sur le moyen et le long terme. Et enfin, l'autonomie. Donc là, vous retombez aussi sur les millennials, d'accord, qui ont un fort besoin d'autonomie, mais aussi sur l'expert. L'expert qui n'est pas autonome, il finit par partir. Ensuite, troisième élément intéressant pour la motivation, c'est la théorie du flux qui nous donne des éléments. C'est le fait d'arriver à maintenir un flow qui soit à la fois dans le temps et dans le niveau de difficulté qui soit assez médian. Si vous mettez en place une stratégie pour vos employés qui est extrêmement simple, si vous leur donnez des tâches trop simples, ils finissent par s'ennuyer et partir. Si vous êtes sur ce qu'on appelle le bore-out, si vous êtes au contraire dans une difficulté extrême pour les stimuler, vous risquez le burn-out. Donc voilà, rappelez-vous des exemples et donc de la start-up par exemple. Ok, retour aux bases. Connais-toi toi-même. Merci Socrate. Quelques pistes. Donc la première, en fait, savoir identifier les émotions. En design, on parle beaucoup de design émotionnel. Donc là, en fait, je vous ai mis la roue de Plutchik. Je ne sais pas si je le dis très bien, mon russe n'est pas très bon. Qui permet en fait de se rendre compte que la palette des émotions est assez importante. Il y a 8 émotions de base, dont 2 seulement positives, mais 8 émotions et tout un gradient d'émotions. La première chose en fait en entreprise, c'est de développer son assertivité, d'être ni hérisson ni paillasson. Et pour ça, en fait, il faut être capable d'intégrer ses émotions et de comprendre leur impact sur notre façon de travailler et de collaborer ensemble. Une autre piste, donc les émotions. Deuxième piste, en fait, comprendre ses préférences naturelles. Donc là, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes. Donc là, c'est le DISC, vous avez le ProcessCom, vous avez les MBTI. Mais en tout cas, comprendre comment on fonctionne. Donc par exemple, le DISC vous dit qu'il y a plusieurs préférences qui font que vous êtes plutôt quelqu'un de dominant, de collaboratif, d'influent ou de consciencieux. Savoir que par exemple, et vous avez des traits de caractère souvent qui sont liés à vos tâches. Donc vous allez du côté du développeur, vous avez beaucoup plus de bleu rationnel. Vous allez du côté des designers, vous avez beaucoup plus de jaune collaboratif et créatif. Côté commerciaux, souvent des dominants qui n'en veulent. Donc voilà. Et donc savoir ça permet aussi de comprendre comment on doit interagir et parler aux autres. Interagir avec les autres et parler avec eux. Un troisième élément intéressant, c'est les moving motivators. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez le management 3.0. Il y en a qui connaissent ? Oui ? Non ? Ok. Alors le management 3.0, en fait, il y a différents outils qui permettent justement d'avoir des techniques alternatives de management.
Nous, chez Palo IT, on utilise les Moving Motivators qui permettent d'identifier les leviers des personnes pour du recrutement. On l'a un peu détourné. Et ça nous permet en fait d'essayer de recruter des gens qui nous ressemblent ou qui adhèrent à la culture de l'entreprise. Qui sont en phase avec dès le départ. Et du coup, on essaye de savoir qu'est-ce qui les motive. On a défini un petit algorithme qui permet par profil de voir si ça match. Par exemple, la motivation de sécurité et de stabilité peut être essentielle pour recruter un nouveau comptable. Peut-être un peu moins pour un designer chez qui on va rechercher davantage de curiosité. Alors celle-là, je sais que c'est une piste qui est un peu particulière parce qu'elle étonne souvent. Conseiller en fait aux entreprises d'aider leurs salariés à travailler leur personal branding ou leur marque personnelle. Donc vous allez me dire, mais si on aide nos salariés à se vendre à l'extérieur, ils vont partir. Voilà, c'est là que je vous ai mis la petite phrase de Richard Branson qui nous dit former les gens de manière à ce qu'ils puissent partir, mais traitez-les de manière à ce qu'ils aient envie de rester. Donc aider les salariés à être visibles, à être meilleurs, à être plus performants, finalement, c'est aussi les aider à s'épanouir en interne et à aller vers le haut de la pyramide de Maslow. Et la vision dans tout cela. Donc la vision, en fait, c'est différentes choses. C'est évidemment le cap que l'entreprise veut atteindre. C'est l'ensemble, c'est ce qu'on appelle donc la culture d'entreprise. C'est l'ensemble de ses valeurs. Et donc c'est essentiel. Je vous ai donné deux exemples dans les deux. Le deuxième cas, deuxième cas business, la vision manquée, et dans le troisième également. Donc c'est bien d'avoir une vision et d'avoir des valeurs, mais il faut aussi les incarner au quotidien. Et il faut les incarner à tous les niveaux, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement des salariés, il faut aussi que les top managers puissent imprimer ces valeurs et les vivre. Donc voilà, donc nous chez Palo IT, on n'est pas parfait, mais on essaye quand même de se rappeler que nos valeurs sont la bienveillance, le partage. Donc quand quelqu'un dit une vacherie, on lui fait #bienveillance, hein, voilà, on lui rappelle. On essaye de partager, donc on fait beaucoup de formations en interne, ce qu'on appelle les brown bag lunch, où on va apprendre entre nous des nouvelles techniques, etc. On essaye vraiment d'avoir des actions qui sont raccord avec ces valeurs. Sinon, ça sert à rien, c'est juste un outil de communication, mais ça n'aide pas vos salariés à sentir un sentiment d'appartenance fort. En résumé, ça va, vous n'avez pas trop faim? Non? J'ai le droit à combien de temps encore là? 2 minutes? 5? Waouh, royal. Donc, comment faciliter le changement d'une culture en entreprise grâce à l'employee experience, grâce au design? Donc, première chose, fermez les parapluies. Voilà. Si vous ne voulez pas vous mouiller, vous n'y arriverez pas. Changer, ça demande des efforts et ça demande de se jeter à l'eau, comme cette tortue. Se jeter à l'eau, mais aussi sortir la tête de l'eau de temps en temps. D'accord ? Choisissez une monture agile, parce je vous rappelle, j'adore cet hippopotame. Je l'ai mis juste pour j'ai dû créer la slide autour de l'hippopotame. Choisir une monture agile, ça veut dire en fait que l'entreprise doit être agile pour s'adapter. Former ses collaborateurs à l'être également et apprendre ses clients aussi, à ses clients à être agiles. Donc donc ça demande énormément d'efforts, mais ça vaut le coup. Parce que pour innover, on libère l'entreprise et pour libérer l'entreprise, il faut remettre de l'humain au centre. Voilà. Et remettre de l'humain au centre, ça veut dire repartir de l'humain et pas de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez la vision d'entreprise, mais cette vision, elle peut aussi se faire en collaboration avec les salariés. Donc on parlait de recettes de régime tout à l'heure et de recettes de Poutine. Une petite citation pour finir de Pierre Gagnère, chef étoilé. On veut des recettes, mais il n'y a pas de recettes. Au mieux, dans la vie, on a une feuille de route, un objectif, mais pas de recettes. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour terminer, je vais essayer de faire ma démo. Je suis un petit peu ambitieuse. La culture du feedback, c'est bien, mais ça passe aussi par une attitude positive et savoir dire merci. Donc déjà, merci à Jean-Michel et à Laure Gabriel de nous avoir invités ici. C'est vrai que c'est une belle opportunité. Merci à vous tous de ne pas vous être endormis encore. J'espère qu'on vous a donné quelques tips. Donc chez nous, en fait, chez Palo, on a mis en place ce qu'on appelle une Kudo Box.
Donc c'est une boîte à merci, donc vous voyez que c'est quand même extrêmement moderne, hein. C'est une boîte à chaussures recouverte de papier, mais ça fait le job. Et en fait, on a des petits cartons qu'on peut écrire régulièrement, parce qu'on s'est rendu compte que dire merci, c'est pas à la fin d'un projet, parce que parfois les projets sont longs. Et ça fait du bien d'engager les gens en leur disant t'as bien assuré sur ce truc-là. Souvent, on fait des feedbacks négatifs, critiques pour s'améliorer, mais du coup, il manque les feedbacks positifs. Donc la Kudo Card, la Kudo Card et la Kudo Box, c'est une façon d'acculturer à une nouvelle façon de faire du feedback. Et comme on s'est rendu compte, donc le MVP, le Minimum Viable Product, c'était cette boîte à chaussures. Mais comme on a pas mal de gens qui travaillent à distance, on s'est rendu compte que les gens étaient un peu frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas écrire leur petit carton. Donc là, on a décidé de faire un outil digital. Donc là, je vous propose, attention, grosse tentative, de vous connecter avec vos smartphones sur cette URL. Voilà, donc https ah ouais, elle est pas top là, mince, /goo.gl/b4r3c à majuscule. Merci Google de faire des URL aussi simples. Elle est là aussi si vous le souhaitez. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais en faire de même. Tac. Et une fois que vous aurez rentré votre nom, vous pourrez aller sur Kudo Box, sur le côté, faire plus, et saisir un Kudo. Donc moi, par exemple, je vais dire « Merci beaucoup ». Capian et UXCO. Donc vous mettez la personne que vous remerciez. Vous pouvez remercier votre voisin, vous pouvez remercier votre grand-mère, vous pouvez remercier votre chat de vous avoir réveillé ce matin. Hein, voilà, tous les merci valent quelque chose. Donc pour cette invitation, allez hop, paf, bam, publier. Ah super. Voilà, donc là, vous avez le droit de voter pour les Kudo que vous aimez bien. Si vous vouliez dire un truc et que vous n'aviez pas réussi à taper, voilà. Donc moi, je vais liker Elliot. Tac. Je vais liker Pierre. Voilà. Vous pouvez continuer toute la journée si vous voulez, puis on vous enverra les Kudo avec les liens de la présentation. J'ai 1 minute pour les questions. Ouais. Voilà. Vous avez des questions ?